tu es trop laide, reste à la maison, a hurlé mon mari. Mais ce sont les années de sacrifice pour notre famille qui m'ont donné cette apparence. J'ai décidé d'aller au mariage de son patron, et j'ai laissé toute la salle sans voix. Je me tenais devant le miroir du couloir, fixant la femme qui me regardait en retour. Je la reconnaissais à peine. Ses yeux étaient ternes et sans vie, cernés par des cernes que nulle quantité de sommeil ne pouvait effacer. De fines rides s'étaient installées au coin de sa bouche et de ses yeux, et ses cheveux autrefois vibrants, maintenant mous et ternes, collaient à son visage. Il y a 15 ans, ce reflet aurait montré une jeune fille vive et pleine d'entrain, avec des rêves et le feu dans le cœur. Aujourd'hui, ce n'était que moi, Sarah Whittaker, la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un, quelqu'un qui avait disparu dans le décor de sa propre vie. Je continuais de fixer mon reflet, perdu dans une brume d'épuisement et de déception, quand Brian fit irruption dans le couloir, déjà à moitié habillé pour la soirée. Ses yeux me parcoururent de la tête aux pieds avec une expression que je n'avais pas vue depuis nos premières années ensemble. Sauf qu'à présent. Elle était teintée de mépris au lieu de désir. Tu ne penses quand même pas venir au mariage comme ça, ricana-t-il. Non, en fait, oublie ça. Tu n'y vas pas du tout. Je clignai des yeux. Quoi? J'ai bien entendu. Il ajusta ses boutons de manchette, sans même me regarder. Mon patron se marie ce soir. Ce n'est pas un barbecue dans le jardin. C'est un événement de haut standing, pour l'élite. Tout le monde y amènera des femmes qui ressemblent à celles des couvertures de magazines. Grandes, glamour, élégantes. Toi, tu ressembles à une pauvre petite souris grise. Je tressaillis. Je ne savais même pas si c'était les mots eux-mêmes ou la facilité avec laquelle il me les lançait qui me blessait le plus. Ma gorge se serra, mais je ne trouvais rien à dire. Que étais-je censé argumenter contre cela? Que je ne ressemblais pas à ça, que j'avais ressemblé, que j'aurais pu ressembler il y a longtemps, avant que des années de couches, de vaisselle et de Brian lui-même ne m'usent. Il continua, tu m'embarrasses tout simplement, Sarah. Je veux dire, honnêtement, regarde-toi. Tu ne peux pas t'attendre à ce que j'amène ça dans une pièce pleine de PDG, de mannequins et de célébrités. Tu me tires vers le bas. Je restais là, figé, la piqûre de ces mots s'infiltrant lentement. Je pensais m'être endurci au fil des ans, que j'avais appris à ignorer ces remarques, ces petites piques, mais cela frappait plus fort. Tu restes à la maison, ajouta-t-il fermement. Je dirais qu'ils sont malades ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. J'ouvris la bouche pour protester, mais rien ne sortit. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je ne savais plus me battre. J'avais passé les 15 dernières années à nettoyer derrière lui, à lui préparer ses repas, à repasser ses chemises tard dans la nuit pendant que le reste de la maison dormait. Je n'avais pas acheté de nouvelles robes depuis des années. Je ne me souvenais même pas de la dernière fois où j'avais eu le temps de me brosser les cheveux sans être interrompu par un enfant qui criait ou une casserole qui bouillait. Quel serait l'intérêt de lui expliquer cela? Il s'en foutait. Il s'en est toujours foutu. Pour lui, ce que je faisais était attendu, de la routine, sans importance. Je n'avais pas un vrai travail. J'étais juste à la maison. Et être à la maison signifiait que j'étais invisible, jusqu'à ce qu'il veuille quelqu'un à blâmer, à mépriser ou à regarder de haut. Il disparut dans son bureau, claquant la porte derrière lui. Je restai seul dans le couloir, entouré de silence et du léger tic-tac de l'horloge murale. Mon corps semblait lourd, comme si la gravité avait doublé son emprise sur moi. Je m'affaissai sur le bord du canapé et laissai enfin couler les larmes. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste des traînées silencieuses et constantes de douleur et de honte. Mais le pire n'était pas ce que Brian avait dit. C'était qu'au fond de moi, j'avais commencé à croire qu'il avait raison. Je ne pleurais pas à cause de ce que Brian avait dit. Je pleurais parce qu'à un moment donné, j'avais accepté qu'il ait raison. Je m'étais laissé devenir tellement invisible que même moi, j'avais arrêté de me voir. Ce soir-là, après que la porte se fut fermée derrière lui, je restai dans le silence, serrant cette vérité comme une pierre sur ma poitrine. Je n'avais pas seulement été humilié par mon mari. J'avais trahi la jeune fille que j'avais été. Le lendemain matin arriva comme tous les autres. Je préparai le petit déjeuner, les paniers repas, rappelai aux enfants de prendre leur sac à dos. Brian était assis à la table de la cuisine, feuilletant son téléphone comme si de rien n'était arrivé. Je voulais lui dire quelque chose, lui demander s'il avait vraiment pensé ce qu'il avait dit, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge.
peut-être que je n'étais pas encore prête. Les jours qui suivirent furent empreints de tension. Nous parlions à peine, seulement le nécessaire pour que le ménage fonctionne. J'ai essayé une fois, 2 fois, de remettre le sujet sur la table. Je lui ai dit que j'étais sa femme, que j'avais le droit d'y aller avec lui au mariage, que ce n'était pas une question d'apparence, mais de respect. Mais chaque fois que j'essayais, il me réduisait au silence d'un regard, d'un ricanement, ou pire, du silence. « Tu ne viens pas » dit-il enfin un soir, sans même lever les yeux de son ordinateur portable. « Arrête d'en parler. Je leur ai déjà dit que tu étais malade. C'est tout. » J'ai failli céder. J'ai failli laisser tomber. Mais une nuit, quelques jours avant le mariage, je passais devant la chambre de ma fille. Vera était assise par terre, fixant doucement une petite robe sur sa poupée préférée. Elle fredonnait doucement pour elle-même, brossant soigneusement ses cheveux avant de la coucher dans un lit de jouets. Je suis resté là dans le couloir, inaperçu, et quelque chose dans ce moment m'a frappé d'une manière inattendue. Que étais-je en train de lui apprendre? Que lui montrais-je à chaque fois que je restais silencieuse? Chaque fois que je le laissais diminuer par son père, que c'était normal d'être traité ainsi. Que le silence était de la force. Que se recroqueviller était de l'amour. Les pensées brûlaient comme un feu dans ma poitrine. Je ne pouvais pas la laisser grandir en pensant que c'était normal. Je ne pouvais pas laisser ma fille devenir une femme qui penserait que l'amour ressemble au contrôle, au mépris. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai fixé le plafond, répétant ce que j'allais dire, essayant de garder la force qui commençait à vaciller en moi. Au matin, elle ne vacillait plus. Elle était constante. Petite, mais constante. Quand Brian descendit dans la cuisine, j'attendis que les enfants soient partis à l'école. Puis, je me suis tenu devant lui, j'ai croisé son regard et j'ai dit, aussi calmement que possible, « Je vais à ce mariage, Brian. » Il leva les yeux, déjà en fronçant les sourcils. « Nous en avons déjà parlé. Tu n'es pas invité. Je suis ta femme. » « Je n'ai pas besoin d'une invitation, » répondis-je. « Et si tu ne m'emmènes pas, j'irai moi-même. J'arriverai seul, et je dirai à tout le monde pourquoi j'ai dû. » Son expression changea instantanément. Surprise, se transformant en colère. Il n'était pas habitué à cette version de moi. Celle qui se tenait droite. Celle qui ne tressaillait pas, « Tu n'oserais pas » siffla-t-il. « Si, dis-je, ma voix ferme. Et c'est moi. » Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vu autre chose que de l'indifférence dans ses yeux. J'ai vu de la peur. Brian est resté là longtemps, me regardant comme s'il ne reconnaissait pas la femme devant lui. Puis il laissa échapper un rire court et amer et dit, « Bien, tu as gagné. » Mon cœur fit un bond, mais à une condition, ajouta-t-il froidement, « Tu ne viens pas avec moi. Tu prends un taxi, et tu arrives au moins 2 heures après le début de la cérémonie. Après que tout le monde se soit détendu, qu'il soit un peu ivre et distrait. Tu arrives discrètement, t'assieds à la table la plus éloignée au fond, et tu restes dans ton coin. Je ne veux pas que ta présence fasse tourner les têtes. » Il le dit comme s'il me jetait un os, une miette d'acceptation après m'avoir dépouillé de la moindre parcelle de dignité. Un nœud se forma dans ma gorge, mais je hochai la tête. Ce n'était pas idéal. C'était insultant. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais défendu mes droits. Et ceci, aussi pitoyable que cela puisse paraître, était une petite victoire. Un pied dans la porte. Quand il partit au travail, claquant la porte derrière lui, je m'affalai dans le fauteuil du salon. Tout mon corps semblait vidé. La dispute m'avait plus épuisé que prévu. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tendais la main vers mon téléphone. Sans réfléchir, je parcourus mes contacts et tapai sur un nom que je n'avais pas appelé depuis longtemps. Marina. Ma voix se brisa dès qu'elle répondit. « Sarah, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle l'avait deviné immédiatement. Je n'avais même pas besoin d'expliquer. C'était le genre d'ami qu'elle était. Je me suis effondré. Je lui ai tout dit. L'insulte, le mariage, la soi-disant condition. J'entendais sa respiration changer, s'alourdir à chaque mot. « Ne bouge pas, dit-elle, sa voix basse et ferme. Nous venons. » Nous, demandai-je. Svetlana est avec moi. Attends. Svetlana, ma meilleure amie depuis le lycée, audacieuse, confiante, toujours habillée comme si elle sortait d'une séance photo.
Elle travaillait comme acheteuse pour une boutique de luxe et avait un sixième sens pour le style. Les deux avaient vu mon déclin pendant des années, me suppliant de quitter Brian, l'appelant tirant plus de fois que je ne pouvais les compter. Et moi, je l'avais toujours défendu, trouvé des excuses, mais pas aujourd'hui. Moins de 30 minutes plus tard, la sonnette retentit. J'ouvris pour trouver Marina avec une énorme trousse de maquillage dans une main et Svetlana traînant plusieurs sacs à vêtements derrière elle. Svetlana entra, enleva ses talons et plissa les yeux. « Bon, soldat, dit-elle. Essuie ses larmes. L'opération Cendrillon commence maintenant. » Je riais à travers le nœud dans ma gorge, incertaine si je devais pleurer davantage ou m'effondrer dans leurs bras. Marina me serra fort dans ses bras. Rappelons à cet homme exactement quel genre de souris il a épousé. Et voilà, tout commença à changer. Le salon se transforma en un tourbillon de tissus, de pinceaux et de rires. Svetlana désipa les sacs à vêtements et révéla 3 robes de soirée époustouflantes. L'une était en soie bleu marine profond, parsemée de minuscules cristaux scintillants comme des étoiles. Une autre, vert émeraude, avec une coupe asymétrique et une fente audacieuse mais élégante. La dernière, une création rose blush si délicate qu'elle ressemblait à un nuage de pétales de rose. Ce sont des pièces de designer, murmurai-je, stupéfaite. Svetlana sourit. Et tu pensais qu'on t'enverrait au combat en robe de chambre? Essaie-les. J'ai enfilé celle vert émeraude en premier. En me retournant pour me regarder dans le miroir, je haletais. La robe épousait ma taille et fluait sur mes hanches comme si elle avait été faite pour moi. Je n'avais rien porté d'aussi beau depuis. Je ne me souvenais même plus quand. Peut-être le jour de mon mariage. Marina se mit immédiatement au travail, ouvrant sa gigantesque trousse de maquillage comme un chirurgien se préparant pour une opération. D'abord, on traite la peau. Hydratation, éclat. On veut que tu brilles de l'intérieur. Je me suis assise sur la chaise comme une mannequin pendant qu'elle superposait primé, fond de teint et highlighter doux sur ma peau. Ses doigts bougeaient rapidement, brossant et estompant avec expertise. On va opter pour un smokey eye, subtil, pas dramatique, juste assez pour donner à tes yeux une profondeur infinie. Et les lèvres, quelque chose de couleur baille, quelque chose de audacieux mais classique. J'aperçus des fragments de moi-même pendant qu'elle travaillait, chaque coup de pinceau ramenant une nouvelle partie de moi à la vie. Pendant ce temps, Svetlana fouillait dans des boîtes à chaussures et accessoires, sortant finalement une paire de sandales à lanière et une pochette assortie. Celles-ci, dit-elle en les posant à côté de moi, vont à quelqu'un qui connaît sa valeur. Vint ensuite la coiffure. Elles l'ont lavé avec un shampoing censé améliorer la brillance et l'ont coiffé en ondulations douces et volumineuses. Pas de chignon rigide, pas de boucles trop travaillées, juste une beauté naturelle sublimée. Quand elles eurent terminé, je n'eus pas le droit de me regarder dans le miroir. Pas encore, dit Marina. Il nous reste une dernière étape. Elles m'ont conduite à l'étage, vers le miroir en pied de ma chambre. J'ai fermé les yeux, le cœur battant la chamade. D'accord, Sarah, dit-elle. Maintenant, ouvre-les. Et je me suis figé. Ce n'était pas la mère épuisée de 2 enfants qui n'avait pas acheté de nouveaux rouges à lèvres depuis des années. Ce n'était pas la femme qui avait mendié des miettes d'affection à son mari. C'était moi, la moi que je croyais perdue, mais plus brillante, plus forte, rayonnant de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. Puissance, confiance, beauté. Mes yeux scintillaient sous les tons fumés. Ma peau brillait. La robe tombait comme une seconde peau. Les talons me faisaient me tenir plus droite, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Je ressemblais à quelqu'un qui appartenait à ce monde dont Brian voulait tant me tenir à l'écart. « Maman », dit une petite voix derrière moi. Je me suis tourné. Mon fils, Fedor, se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés, tenant sa petite voiture sans serrer. « Tu ressembles à une princesse, dit-il, émerveillé. Quelque chose en moi s'est brisé et s'est guéri en même temps. Je me suis agenouillé, je lui ai embrassé le front et j'ai murmuré « Merci, mon chéri ». En descendant les escaliers et en sortant de la maison ce soir-là, je ne me dirigeais pas seulement vers un mariage. J'entrais dans une version de moi-même que je ne savais pas avoir encore. Je n'avais plus peur. La voiture s'est arrêtée juste devant les grilles du country club, son entrée en pierre polie brillant sous une mer de guirlandes lumineuses et de lustres doux. J'avais demandé au chauffeur de s'arrêter un peu plus loin sur la route. C'était une partie de l'accord, après tout. La condition humiliante de Brian.
Arriver en retard, rester discrète, ne pas attirer l'attention. Il voulait que je me faufile comme un secret honteux, mais je n'avais aucune intention de me faufiler. Je suis sorti de la voiture. Mes talons claquant régulièrement contre le chemin de pierre. L'air frais embrassait ma peau à travers la soie de la robe émeraude, mais au lieu de frissonner, je l'ai accueilli. Cela me gardait alerte, ancré. Alors que j'approchais de la grande entrée, 2 gardes de sécurité tournèrent la tête pour me regarder. L'un se redressa, l'autre cligna des yeux 2 fois. J'ai aperçu mon reflet dans la porte vitrée, grande, composée, chaque mèche de cheveux parfaitement en place, le maquillage intact, le regard fixe. La voix de Svetlana résonna dans mon esprit, marche comme si tu possédais la pièce. Au moment où j'ai franchi le seuil de la salle de bal, j'ai eu l'impression que le volume avait été baissé. Des douzaines de voix, de bavardages, de rires, le tintement des verres, se sont soudainement estompés dans un murmure. Tous les regards se sont tournés vers moi dans cette immense salle bordée d'appliques dorées, de sol en marbre et de lustres en cristal. J'ai senti l'attention se propager comme une vague. Des têtes se sont penchées. Des conversations se sont arrêtées. Quelqu'un a lâché une fourchette. Un homme s'est retourné. Puis un autre. Puis une table entière. Et là, je me tenais. La femme qui n'était jamais censée être remarquée. La femme à qui on avait dit de rester invisible. La femme dont Brian avait honte. Maintenant, elle était le centre de la pièce. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas gigoté. J'ai tenu mon menton haut et me suis déplacé dans la pièce avec une confiance tranquille, exactement comme Marina me l'avait appris. De l'autre côté de la salle de bal, j'ai repéré Brian. Il se tenait près du marié, son patron, et quelques autres collègues de haut rang. Il riait de quelque chose, un verre à la main. Mais alors que le silence se répandait, les yeux de Brian suivirent le mouvement de la foule. Il se tourna et me vit. Son sourire s'évapora, sa bouche s'entr'ouvrit, ses sourcils se froncèrent comme si son cerveau ne parvenait pas à enregistrer ce que ses yeux voyaient. Il n'y avait aucune reconnaissance, juste de l'incrédulité, car à cet instant, il ne voyait pas sa femme fatiguée. Il voyait une femme qui ne lui appartenait plus. Avant qu'il ne puisse bouger, quelqu'un me barra le chemin. « Pardonnez-moi » dit une voix riche avec un accent du sud, lisse comme du velours. Mais je ne crois pas que nous ayons été présentés. J'ai levé les yeux pour voir un homme en costume bleu marine sur mesure, grand, composé, les tempes légèrement grisonnantes, ses yeux chauds, intelligents, ont croisé les miens avec curiosité, pas arrogance. « Je suis Daniel Montgomery » dit-il, m'offrant un verre de champagne. Le témoin, ami de longue date du marié. « Sarah » répondis-je, acceptant le verre. Nos doigts se sont effleurés, chauds et fermes. Il a tenu mon regard un instant, puis a souri. Sarah, c'est un joli nom. Approprié. Approprié, demandai-je. Pour quelqu'un qui vient de voler la vedette. Mes joues rougirent, mais je ne détournai pas le regard. Êtes-vous ici seul, demanda-t-il. Mon mari est ici, dis-je, hochant la tête vers l'autre bout de la pièce où Brian se tenait maintenant figé, nous regardant avec une expression assombrie. Daniel suivit mon regard, son sourire vacillant une seconde. Eh bien, dit-il, levant son verre. S'il n'est pas à vos côtés, il est soit très idiot, soit très courageux. Je ne répondis pas. Je sirotais juste le champagne et souriais. Daniel ne me quitta pas. Nous avons dérivé entre les conversations, et chaque fois que quelqu'un essayait de le détourner, il revenait doucement vers moi. Mais il n'était ni envahissant ni performatif. Il était simplement présent, complètement. Il m'a demandé quels étaient mes intérêts, pas mon mari, mes films préférés, mes livres, si j'aimais les musées. Je lui ai dit que je peignais des natures mortes, surtout, même si je n'avais pas touché un pinceau depuis des années. C'est dommage, dit-il, se penchant juste assez pour que je capte son parfum. Subtil, cher, réconfortant. Vous ressemblez à quelqu'un qui voit la beauté dans des choses que d'autres négligent. Personne ne m'avait dit quelque chose comme ça depuis. Je ne savais pas combien de temps. Puis la musique a changé. Les lumières se sont légèrement tamisées et l'orchestre a commencé à jouer une valse douce et rythmée. Quelque chose d'intemporel et de lent. Daniel s'est tourné vers moi, a tendu la main avec une légère révérence. Puis-je ? J'ai hésité une seconde. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la pièce. Brian se tenait comme une statue,
Les bras croisés sur sa poitrine, sa mâchoire tellement serrée que je pouvais voir les muscles tressauter sous sa peau. Bien. J'ai posé ma main dans celle de Daniel, et il m'a mené sur la piste de danse. Sa main s'est posée légèrement sur ma taille, l'autre serrant la mienne, et pour la première fois depuis ce qui semblait être des décennies, je me suis autorisé à lâcher prise, à m'appuyer dans ses bras et à simplement respirer. La musique nous traversait, et quelque chose d'autre aussi. Quelque chose de chaud, d'exaltant et de terrifiant. Nous n'étions pas les seuls à regarder. Les gens murmuraient, certains souriaient. J'ai entendu quelques rires du cercle des collègues de Brian. Brian cachait la femme depuis tout ce temps. Elle est magnifique. Ce type a une vraie reine à la maison. Les oreilles de Brian devinrent cramoisies, et moi, je m'en fichais. Pendant ces quelques minutes sur la piste de danse, je n'étais pas une mère. Je n'étais pas une femme au foyer. Je n'étais pas le fardeau ou l'embarras de quelqu'un. J'étais juste une femme, une belle femme. Quand la musique s'est terminée, les applaudissements ont résonné dans la pièce. Même les mariés sont venus nous voir. Daniel, dit le marié en riant. Tu trouves toujours la plus belle femme dans la pièce. Il s'est tourné vers moi. Sarah, tu étais radieuse. J'ai souri poliment, mais avant que je puisse répondre, Brian est apparu à mes côtés. Son sourire était pincé, sa main m'a saisi par le bras juste au-dessus du coude. Merci, dit-il, d'une voix plate. Nous rentrons maintenant. Il n'a pas attendu de réponse. Il a juste commencé à me tirer vers la sortie. J'ai fait un doux au revoir à Daniel. Ses yeux sont restés sur les miens, stables et rassurants, alors que je disparaissais dans la nuit. Le trajet du retour fut silencieux. Brian serrait le volant si fort que j'entendais le cuir craquer. Je regardais par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler en flou. Mon cœur battait encore quelque part entre l'euphorie et l'appréhension. Dès que nous avons franchi le seuil de la maison, tout a explosé. Qu'est-ce que c'était que ça, a-t-il craché, claquant la porte. Tu m'as embarrassé. Te jeter sur un vieux riche comme une désespérée. Je ne me suis jeté sur personne, dis-je calmement. Il m'a demandé de danser. Il avait les mains partout sur toi. Non, répondis-je, ma voix basse mais inébranlable. Il avait sa main sur ma taille, comme tous les autres couples qui dansaient. Tu avais l'air ridicule, aboya-t-il, s'approchant. Comme une exagérée. Dis-le, l'ai-je mis au défi. Dis ce que tu veux vraiment dire. Ses yeux se plissèrent, puis ses doigts s'enfoncèrent durement dans mon bras. Tu crois qu'une robe et un peu de maquillage changent ce que tu es? Tu n'es toujours rien, Sarah. Juste une souris grise dans une jolie boîte. Quelque chose en moi a cédé. J'ai arraché mon bras. Et pour la première fois depuis 15 ans, je l'ai regardé droit dans les yeux et je n'ai pas tressailli. Non, Brian, dis-je froidement. Ce n'est pas moi qui ne suis rien. C'est toi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douleur sourde au bras où Brian m'avait agrippé. Il y avait une légère marque rouge, pas tout à fait une ecchymose, mais elle persistait comme une tache. Je me suis assise sur le bord du lit en robe de chambre, fixant la coiffeuse de l'autre côté de la pièce. Le maquillage avait été lavé depuis longtemps, la robe rangée dans son sac. Mais la femme qui s'était regardée dans le miroir la nuit dernière, elle persistait encore sous ma peau. Alors que je tendais la main vers ma pochette pour prendre mon téléphone, quelque chose de petit et rigide glissa de la poche latérale. Une carte. Je l'ai ramassée et j'ai regardé l'inscription en relief. Daniel Montgomery, Montgomery Property, Charlotte, Caroline du Nord, un numéro de téléphone en dessous. Il avait dû la glisser dans ma main à la fin de la soirée. Si discrètement que je ne l'avais même pas remarqué. Juste un moment de chaleur, ses doigts effleurant les miens alors que nous nous disions au revoir. Je n'y avais pas pensé à ce moment-là. Mais maintenant, en tenant la carte, j'ai senti quelque chose s'agiter, quelque chose de dangereux, quelque chose d'électrique. Je ne devrais pas. J'étais toujours marié, mais je ne vivais pas non plus. L'envie de lui envoyer un SMS me serrait la poitrine comme une respiration retenue. Je faisais les 100 pas dans la cuisine, téléphone en main, tapant et supprimant le même message encore et encore. Merci pour hier soir. Trop vague. C'était agréable de vous rencontrer. Trop formel. Finalement, j'ai juste écrit ce que je pensais. Salut, c'est Sarah. Merci pour tout.
J'ai appuyé sur envoyer et je l'ai immédiatement regretté. Mon cœur battait à tout rompre dans ma gorge. Et s'il ne répondait pas? Et s'il pensait que je le poursuivais? Et si? Digne. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Sarah, j'espérais que tu prendrais contact. Je n'arrête pas de penser à toi. Puis-je t'appeler un jour? J'ai fixé l'écran, les mots brillants comme une douce lumière. Au cours des jours suivants, nous n'avons pas parlé au téléphone, mais nous nous sommes envoyés des messages. Des conversations longues et lentes qui s'étiraient du matin au soir. Il posait des questions, mais sans jamais être intrusif. Il ne forçait jamais. Il écoutait. Il m'a parlé de son amour pour la photographie, de ses voyages fréquents pour le travail, de la façon dont il passait parfois des semaines sans voir personne qui le regarde vraiment dans les yeux. Et puis il m'a demandé un soir ce qui me rendait heureuse. J'ai hésité avant de taper. J'avais l'habitude de peindre des natures mortes, des paysages. Je ne l'ai pas fait depuis des années. Sa réponse fut, « As-tu des œuvres? J'aimerais les voir. » Après avoir fixé l'écran pendant un long moment, je lui ai envoyé une photo d'une vieille peinture que j'avais faite. Des fruits dans un bol en céramique craquelée, des ombres formant des volutes comme de la fumée sur une table en bois patiné. Sa réponse fut instantanée. « Sarah, c'est incroyable. Tu as un vrai talent. Tu ne dois pas le laisser mourir. Tu devrais peindre à nouveau pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. » J'ai senti quelque chose changer en moi. La façon dont il me voyait vraiment, c'était comme être arrosé après des années de sécheresse. Il ne voulait rien de moi. Il ne me plaignait pas. Il croyait juste que je pouvais être plus. Et lentement, j'ai commencé à le croire aussi. La décision n'est pas venue en un seul moment. Elle est venue tranquillement, comme une marée montante. Une lente accumulation de nuits que j'ai passées à échanger des messages avec Daniel. De matins où je me réveillais à côté d'un homme qui ne me voyait pas. D'après-midi où le silence de la maison était plus lourd que le bruit jamais n'avait été. Un soir, j'ai attendu que Brian rentre du travail. Je me suis assise dans le salon, les enfants déjà chez ma sœur pour la nuit. Je ne portais pas de maquillage, pas de robe spéciale, juste un jean et un pull doux. Rien en moi ne criait la rébellion, sauf ma résolution. Il est entré, a desserré sa cravate et m'a à peine regardé avant de se diriger vers la cuisine. « Brian » ai-je dit calmement. Il s'est retourné. « Je demande le divorce. » Il a ri, il a réellement ri, fort et aigu, comme si je venais de raconter une blague. « Toi » a-t-il ricané. « Et où iras-tu, Sarah? Avec quel argent? Qui prendra soin de toi? Ce type du mariage? » Je n'ai pas répondu. « Tu crois vraiment qu'il te veut? Une femme avec 2 enfants et des bagages. S'il te plaît, il se lassera au bout d'un mois, et tu reviendras en rampant. Même si ça arrive, dis-je doucement. Je préférerais encore être seul que d'être ici. » Son sourire s'est estompé. Je me suis levé et je suis passé devant lui, sans même regarder en arrière. Le lendemain, j'ai appelé Marina. En moins de 20 minutes, elle et Svetlana étaient à ma porte, le coffre ouvert, les cartons prêts, sans poser de questions. Nous avons emballé rapidement. L'essentiel seulement, des vêtements, des fournitures d'art que je n'avais pas touchées depuis des années, un album photo, l'ours en peluche préféré de Vera, le carnet de croquis de Fedor. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas demandé pourquoi. D'une manière ou d'une autre, même à leur jeune âge, ils savaient. Nous sommes partis avant que Brian ne rentre à la maison. Pour la première fois en 15 ans, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai eu l'impression de verrouiller une cellule de l'extérieur. Daniel était patient. Il ne m'a pas poussé à emménager avec lui. Il a compris que j'avais besoin d'espace, de temps, de guérison, mais il m'a soutenu de toutes les manières possibles. Il a engagé un avocat spécialisé dans les divorces, quelqu'un de féroce et d'inaltérable, qui m'a aidé à remplir correctement les papiers, à obtenir une pension alimentaire pour enfants et à protéger nos biens. Brian a essayé de se battre, bien sûr, menaces, insultes, manipulations, mais l'avocat l'a réduit au silence à chaque fois. Je n'ai plus jamais eu à lui parler directement. Daniel m'a aidé à trouver un petit appartement près de l'école des enfants. Rien d'extraordinaire, mais propre, chaleureux, sûr. Il a acheté à Vera un coin lecture rempli de ses livres préférés. Il emmenait Fedor à l'entraînement de football le week-end, non pas pour remplacer leur père, mais simplement pour être là,
de manière constante. Pendant ce temps, moi, Sarah Whittaker, la souris grise, je me suis inscrite à des cours du soir en graphisme. J'étais terrifié, mais j'y suis allé. Chaque soir, après avoir couché les enfants, j'étudiais. Je regardais des tutoriels. Je redessinais. Je concevais des flyers, des maquettes, des palettes de couleurs. C'était comme se souvenir comment respirer. L'un de mes professeurs m'a prise à part un jour et m'a dit « Vous avez quelque chose de rare. Une sensibilité et une voix. Ne la gâchez pas, ces mots sont restés avec moi. » Quelques mois plus tard, j'ai décroché un poste de graphiste junior dans une agence de design à Uptown Charlotte. Petite équipe, grand rêve. Ils m'ont accueilli comme si j'avais ma place, comme si j'avais quelque chose à offrir. Parce que j'en avais. Ma vie n'était plus construite sur la survie des humeurs de Brian. Elle était construite sur le retour à moi-même. Et cette fois, je ne le faisais pas seul. Cela ne s'est pas fait par un grand geste ou des feux d'artifice. Daniel n'a pas loué un restaurant ni ne m'a emmené quelque part d'exotique. Un soir, nous dînions dans un petit café au bord du lac juste à l'extérieur de Charlotte. Les enfants étaient là, riant en dégustant leur dessert. Le soleil se couchait dans des tons chauds sur l'eau, et tout semblait doux. Sûr, il a traversé la table et a pris ma main, son pouce caressant mes jointures. « Je t'aime », dit-il simplement. « Je t'aime depuis le moment où tu es entré dans cette salle de bal, portant cette robe verte et changeant la température de toute la pièce. » J'ai souri, déjà ému aux larmes. « J'aime tes enfants comme s'ils étaient les miens, et j'aime la façon dont tu vois le monde. Je veux passer le reste de ma vie à le voir avec toi. » Puis il a sorti une petite boîte en velours, pas clinquante, pas dramatique. Et à l'intérieur se trouvait la bague la plus délicate que j'ai jamais vue. Simple, élégante, attentionnée, tout comme lui. « Sarah Whittaker, veux-tu m'épouser ?» Je n'ai même pas eu besoin d'y réfléchir. J'ai murmuré oui. Pendant que les enfants applaudissaient et nous serraient dans leurs bras. Quelques mois plus tard, nous avons emménagé dans une maison que nous avions choisie ensemble. Une charmante maison de style artisanal nichée dans un quartier calme rempli de chênes et de parterres de fleurs. Elle avait un porche enveloppant, une grande cuisine, plus important encore, une pièce à l'étage avec des fenêtres du sol au plafond. Elle est devenue mon studio. Daniel l'a remplie d'iselles, de pinceaux, de toiles et d'étagères de papier d'aquarelle et de peinture à l'huile. J'y ai passé des heures. Le soleil inondait les murs, la musique murmurait doucement dans les haut-parleurs. Je peignais à nouveau, pour de vrai cette fois, pas seulement pour me souvenir qui j'étais, mais pour créer qui j'étais en train de devenir. Les enfants s'épanouissaient. Fedor a rejoint un club d'art local. Vera a commencé la danse classique. Notre maison était remplie de musique, de dîners désordonnés, de puzzles à moitié terminés et d'amour. Tellement d'amour, qu'il débordait de chaque porte. Brian, quant à lui, s'est effondré. Il a essayé de maintenir son image pendant un temps, se présentant au travail avec ses chaussures cirées et son col rigide, disant aux gens qu'il était mieux ainsi, qu'elle était partie avec un type riche. Mais la vérité l'a rattrapé. Ses collègues ont entendu toute l'histoire. Son patron, le même homme dont nous avions assisté au mariage, l'a finalement pris à part et lui a dit « Je pensais que vous étiez un homme décent. Il s'avère que vous ne méritiez tout simplement pas la femme que vous aviez. » Brian a perdu son emploi quelques mois plus tard, pas à cause de moi, mais parce que le fondement de sa vie, celui que j'avais discrètement maintenu, avait disparu. Plus de chemises froides repassées avant l'aube. Plus de dîners chauds qui attendaient. Plus d'épouses dévouées pour empêcher sa vie de s'effondrer. Il a essayé de sortir à nouveau, mais cela n'a jamais duré. Il est devenu amer, plus en colère. Il a commencé à boire. Les amis ont arrêté d'appeler. Les invitations ont cessé de venir. Un après-midi, près de 2 ans plus tard, je sortais d'un café avec Daniel et les enfants. Nous rions de quelque chose. La moustache de guimauve de Vera ou la mauvaise blague de Fedor. Je ne m'en souviens même pas. Mais alors que nous arrivions sur le trottoir, je l'ai vu. Brian, il était de l'autre côté de la rue, adossé à un lampadaire, une tasse en papier à la main, ses vêtements froissés, son visage pâle et émacié. Il n'a rien dit. Il n'a pas crié. Il s'est contenté de regarder. Et j'ai su qu'il reconnaissait ce qu'il avait perdu. Pas seulement une femme, pas seulement une famille, mais une vie qui aurait pu être. Il avait tout jeté pour la fierté, pour le contrôle,
pour l'ego. Et maintenant, justice était faite. Non pas par vengeance, non pas par drame judiciaire, mais par la vie elle-même. Il se tenait seul sur ce trottoir, regardant la famille qu'il aurait pu avoir disparaître au coin de la rue dans un avenir dont il ne ferait jamais partie. Et moi, je n'ai jamais regardé en arrière.